15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, journaliste, animateur de radio et de télévision français. Il a officié dans plusieurs médias pendant des années, a notamment animé la tranche RTL Matin, présenté l'émission C'est dans l'air sur France 5 ou encore Europe Soir sur Europe 1. Aujourd'hui, Laurent Bazin nous présente son premier roman, L'homme qui ne voulait pas être mon père, aux éditions Robert Laffont. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Laurent Bazin. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité, sachant que nous avons un petit peu discuté en off tous les deux. Je dis tout dans cette émission. Je n'ai pas eu l'occasion de vous dire que nous avons travaillé dans plusieurs médias et presque en même temps à RTL notamment, où vous étiez en 2011 et j'y étais aussi. Je ne faisais que démarrer. 2011, je faisais RTL Midi avec Elisabeth Martichoux. Martichoux, exactement. Moi, j'étais sur l'émission de Julien Courbet et La Bonne Touche avec Cyril Hanouna et Jean-Pierre Foucault. Merci beaucoup d'être... tout à fait. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Cette émission a un ADN très particulier qui est tenté de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Je vous demanderai 3 mots pour vous décrire tout d'abord. Vous diriez lesquels ? C'est le plus difficile. Vous commencez par la face nord. Curieux, parce que je me définis souvent par mon métier. Et mon premier métier était le métier de journaliste, donc c'est curieux. Tendre, mais à l'intérieur, vous voyez ? Ouais. En mode sabra, comme on dit en Israël. Comme la figue de Barbarie. Il faut passer les épines et l'intérieur est sucré. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait que je rajoute ? Père. Et oui, c'est important. Père, on va le voir dans cette enfants. émission. Il y a 3 mots qui ne sont pas forcément à votre avantage, mais que je préfère dire. Il y a pressé, radical et impatient. Ça, c'est pour moi ? Vous dites cela dans votre livre. Je crois, à un moment donné. Et c'était important que je le signale pour démarrer cette émission. Nous verrons bien évidemment pourquoi, si ça colle aussi tout cela avec votre personnalité tout au long de cette émission. Le début, toujours le début. Laurent Bazin, vous êtes né un 31 mai dans les années 60 à Bourg-la-Reine, je crois savoir, en Hauts-de-Seine. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu sur la côte fleurie en Normandie alors ? Alors, moi, j'étais un gamin qui est né au bord du périph'. En réalité, je suis né à Bourg-la-Reine par accident. C'est un accident de clinique. Mais tout s'est bien passé, je vous rassure. Ma mère va bien. Et j'ai grandi sous le périph', à Saint-Mandé-Tourelle, Vincennes. Très bien. Porte de Vincennes. À côté de Bégin. Exactement. Pas très loin. Voilà, on est reparti à l'hôpital. Et j'allais sur la côte fleurie, donc à Villers-sur-Mer précisément. J'allais avec mon père à l'époque dans la maison qui était la maison de ma grand-mère et de mes tantes. Donc quel genre d'enfant j'étais sur la côte fleurie ? J'étais un enfant en vacances. J'étais un gamin qui à l'époque, mon père s'est séparé de ma mère assez tôt. J'avais 10-11 ans. Quand je dis assez tôt, en réalité, il y en a il y a des pères qui partent plus tôt. Et il y a des mères qui partent aussi parfois, plus rarement. Mais mon souvenir, c'est le souvenir d'un enfant qui cherchait son père. Voilà. On va le voir. J'étais celui-là. Dans cette émission-là. Quel genre de petit Laurent vous étiez et quelle passion vous nourrissiez ? J'étais un gamin. J'avais la passion des fourmis. Ouais. Je regardais les fourmilières. Pourquoi ? J'étais pas très gentil avec les fourmis d'ailleurs dans mon souvenir. On est cruel quand on est enfant. Je devais avoir 5-6 ans et je noyais les fourmilières pour voir comment elles se débrouillaient. Pour voir comment les sociétés s'organisaient pour survivre. Ouais. Je me demande si on l'a pas tous un petit peu fait. Oui, je le crains. Avoue, hein. Je le crains. Mon frère, c'était les scarabées noirs. À 11 ans, en septembre 77, il y a un moment très important dans votre vie, Laurent Bazin. Vous en parlez dans votre ouvrage. Il y a 2 cassures, si je puis dire, que vous associez à un même moment, peut-être. Vous voulez nous en parler ? Oui. Alors attention, je précise que tout ça est pris sur un ton un peu grave. Tout ça n'est pas grave. Ça arrive dans la vie de plein de gens et on le surmonte et on y survit parfaitement. Mais effectivement, ce sont des chagrins d'enfants qui ne s'effacent jamais. Et je pense qu'on a au sein de nous un enfant caché
On est sans doute l'enfant de nos blessures, aussi de nos bonheurs d'enfant. Hein. On est l'adulte de nos bonheurs d'enfant, ça nous construit, mais cet enfant caché reste caché. Et sans doute, il reparaît à la mort des parents. Et quand mon père est mort, je pense que c'est celui-là qui est remonté. Et qui s'est donné l'autorisation de parler, alors qu'avant, il avait plutôt été... il était resté à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé cet été-là ? Il s'est passé 2 choses. La première, c'est la veille de mon anniversaire, la mort de mon grand-père, qui était un personnage paternel très, très puissant dans ma vie. Et puis, à peu près au même moment, le divorce de mes parents. En vérité, je suis incapable de le dater. Tout ça est dans une mémoire d'enfant, c'est flou. D'enfant de 11 ans, mais quand même. Mais c'est un double séisme en réalité. Oui. C'est-à-dire que les 2 figures paternelles, l'absente, mon père, et la présente, mon grand-père, disparaissent. Et je dois, à l'époque, me débrouiller avec ça. On va cheminer ensemble vers ça dans un instant, mais avant, vous allez devoir vous construire comme ça. Laurent Bazin, à 16 ans, vous allez commencer alors la radio. Devenir animateur sur une petite radio libre parisienne, Radio 11 Popincourt. Vous êtes bien informé. Puis vous faites vos débuts de journaliste sur Radio Rivage, une radio qui a disparu depuis. Quel souvenir, tout d'abord, vous gardez de ces tout premiers pas ? Alors, mes premiers pas à la radio, en réalité, c'est pas Radio 11 Popincourt, où l'émetteur était juste au-dessus des toilettes, dans l'unique pièce qui formait le studio, ou à Radio Rivage, qui était du côté de Bondy, qui sont des souvenirs très sympas, mais c'est 10 ans, j'ai 10 ans, et j'enregistre une émission de radio en imitant moi-même l'indicatif horaire d'RTL. RTL. Wow. Voilà. 10 ans, je fais parler mon frère qui a à peine la parole parce que je suis un animateur absolument infernal, qui laisse en réalité la parole à personne, qui pose des questions pour reprendre la parole aussitôt. J'essaye de me soigner, hein, vous avez vu. Je vous laisse un peu de place parce que vous êtes chez vous. Mais voilà, c'est ça qui se passe. Oui. C'est je fais tourner les autres dans mon émission à 10 ans. Ouais. Voilà. J'ai brièvement voulu être vétérinaire, ça m'est passé très vite. Et je suis revenu effectivement à la radio assez rapidement. Mais pour moi, le premier mémoire, d'ailleurs mon frère m'a offert cette cassette qu'il a retrouvée. Wow. Et donc j'ai cette cassette de cette première émission de radio qui me renvoie à cet enfant, toujours pareil, 10-11 ans. Hein. C'est un cadeau inestimable. Oui. Pourquoi vous choisissez ce métier ? Là, il faut que je m'allonge. Je vous l'ai un peu dit, en réalité, j'ai pas de référence. J'ai besoin d'exister aux yeux de quelqu'un, sans doute. On va le faire comme ça, en psychanalyse sauvage. J'ai pas un père qui me dit que je suis formidable. J'ai pas non plus un père qui me dit que je suis minable. Oui. C'est aussi un gain. Moi, j'ai pas été abîmé de ce côté-là. Bien sûr. Voilà, je ne grandis pas dans le jugement de mon père, mais j'aimerais que mon père me juge, me regarde, me voie. Et donc, sans doute, ça participe de cet élan-là, avec plein d'autres choses qui sont la curiosité, l'envie d'aller vers les autres, l'envie de rencontrer les autres. C'est ça qui me portera pendant 30 ans, 35 ans de journalisme, sur plein de terrains d'ailleurs, que ce soit en Israël, en Égypte, aux États-Unis, dans plein de reportages que j'ai eu la chance de faire à l'époque pour TF1. Mais au départ, c'est sans doute l'idée d'exister aux yeux d'eux. Et si ce n'était aux yeux de mon père, alors il fallait bien que ce soit aux yeux de quelqu'un. Aux yeux des autres, aux yeux des gens. Oui. Pendant beaucoup d'années, 14 ans à peu près, vous allez officier, je crois, dans le groupe TF1. Oui. En tant que grand reporter, vous l'avez dit, dans plusieurs pays, et notamment en Israël, à Jérusalem précisément. Laurent Bazin, l'actualité étant ce qu'elle est, quel regard vous pourriez dire que vous portez aujourd'hui sur ce qui se passe en Israël, peut-être en globalisant, en disant Moyen-Orient, et peut-être aussi le rebondissement en France depuis notamment le 7 octobre. Alors, c'est une très grande question. C'est une large question, puis je pense que vous en parlez régulièrement avec des gens qui ont une vision d'actualité beaucoup plus fine que la mienne sur la situation, parce que la situation a beaucoup bougé. Moi, j'ai connu Israël il y a 25 ans. J'étais en poste pendant 2 ans en Israël. Benjamin Netanyahou
était Premier ministre. Je suis arrivé, on était dans une période d'attentat. Non, on n'était pas encore Premier ministre, mais il allait devenir Premier ministre, Premier ministre élu, parce qu'il y avait eu une réforme à l'époque sur laquelle les Israéliens sont revenus d'ailleurs. Il y avait les attentats dans les bus. Je suis arrivé, j'ai pris mon poste. C'était l'attentat de Mahane Yehuda, donc le marché juif, qui était en bas de l'immeuble des télévisions, qui est un très gros marqueur, et puis pour moi un marqueur personnel extrêmement puissant, parce que je ne savais pas ce qu'était un attentat. Et je suis arrivé sur les lieux de l'attentat beaucoup trop tôt. Je suis arrivé sur les lieux de l'attentat, non pas comme un journaliste derrière un cordon de policiers et de démineurs, mais comme un journaliste à côté des démineurs, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a pris des images de guerre dans la figure. Donc je peux dire depuis que je sais ce que c'est. Et c'est des choses qui m'ont évidemment marqué. Donc quand j'émets un jugement sur la situation ou une analyse sur la situation, j'oublie jamais de répéter ça, parce qu'évidemment, personnellement, ça vous marque. Et par ailleurs, c'est une époque déjà où les portes se refermaient sur les territoires palestiniens, petit à petit. Justement parce qu'il y avait les attentats, justement parce que la société israélienne était bouleversée par ce qui était en train de se passer et touchée dans sa chair. Et je voyais ce que les Palestiniens vivaient aussi de début d'enfermement, qui est aujourd'hui un enfermement total et qui est devenu une situation de destruction. Donc c'est difficile de porter un regard pour moi aujourd'hui sur vous voyez ce que je veux dire, mais je vous transmets des choses juste pour vous dire que cette situation a dérapé petit à petit, avec quelque chose de presque fatal dans la manière dont c'est parti. Moi, j'ai vraiment cru au processus d'Oslo. Je le croyais aussi pour avoir rencontré à l'époque Shimon Peres, pour avoir croisé Yitzhak Rabin. J'étais correspondant à Washington le jour des accords de Washington, donc j'étais sur place. Moi, j'ai cru à ça. Je crois que ce n'était pas utopique que de croire à la paix. Je crois que ça ne l'est toujours pas, même si aujourd'hui c'est absolument impossible à entendre. Et pour personne, aucun des deux camps. Mais voilà. À l'époque, le Hamas n'était pas au pouvoir. Le Hamas n'avait pas basculé ses opposants du toit des immeubles. Le Hamas n'avait pas fait le 7 octobre. Qu'est-ce que vous pensez du 7 octobre finalement? Quand je vous entends parler, Laurent Bazin, j'ai la sensation, et peut-être que je me trompe totalement, que quelque part c'était attendu, un événement comme celui-ci. Non, et ça, je ne dirais pas ça comme ça. En vérité, le 7 octobre, c'est tellement monstrueux qu'on ne veut pas s'y attendre. Je le comparais au 11 septembre d'une certaine manière. Le 11 septembre, c'est un moment, moi, encore une fois, j'ai vécu comme journaliste le 11 septembre et je me disais, mais on doit donc maintenant, c'est la réflexion que je me suis faite le 11 septembre, on doit donc maintenant s'attendre à l'impensable. Oui. Tout le temps. S'accoutumer à l'impensable. Et donc, le 7 octobre, c'est l'impensable réalisé. Mais est-ce qu'on justifie l'impensable ? Moi, non. Vous me parlez du 7 octobre. Comment vous pensez que les Juifs de France, pardon de vous amener là-dessus, mais je ne sais pas pourquoi je vous pose cette question, doivent vivre cela en France quand on voit qu'il y a beaucoup d'actes antisémites, une recrudescence de l'antisémitisme en France? Quel regard on peut porter aujourd'hui sur tout ça? Moi, d'abord, ça m'est insupportable. Le racisme m'est insupportable. Donc, l'antisémitisme m'est insupportable, la discrimination m'est insupportable, voilà. Ça, c'est une position de base. Comment je peux vous dire ça ? Je crois que c'est très difficile aujourd'hui de faire partie d'une communauté, si je le dis comme ça. Parce qu'on est forcément, par la force des événements, on a envie de se recentrer sur sa communauté, de se... J'allais dire recroqueviller, c'est pas forcément le bon mot, mais peut-être rassurer, de se dorloter, de se mettre entre soi, de se rassurer en se disant des choses aussi qui nous ressoudent ou qui nous rassemblent. Et toutes les communautés, en réalité. Et j'observe dans la communauté musulmane une partie de cette communauté qui a cette façon de se refermer sur elle-même. Pour aussi accepter ce qu'elle est en train de vivre de l'autre côté. Voilà. Donc, je ne peux pas le juger, je ne peux que condamner les actes antisémites. Moi, je trouve ça absolument insupportable. Moi,
une attaque contre une synagogue m'est insupportable autant qu'une attaque contre une église, autant qu'une attaque contre une mosquée, et je mets les trois à l'exact même niveau. Et je lisais l'autre jour que 16% des gosses ne voulaient pas avoir des copains juifs à l'école. Ouais. Je me dis, mais ça va 11%. Pas la tête, quoi. 16%, oui. 16%, oui. Et 20% pensent que la Terre est plate, vous me direz. Bon, voilà. C'est peut-être les mêmes. Laurent Bazin, vous savez peut-être bien mieux que moi que quand on est journaliste, on l'est toute sa vie, même si je crois savoir que vous avez raccroché les gants. Oui. Une dernière question d'actualité. La campagne d'LFI présente Hanouna aujourd'hui sur une affiche digne des pires affiches antisémites de l'occupation. Ils ont changé la photo depuis, mais trop tard. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Sur LFI, j'ai fait tellement de tweets pour dire ce que j'en pensais que je ne sais pas si il faut rajouter à ce qu'a dit Rachel Kahn tout à l'heure. Pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, oui. Oui. Moi j'ai entendu Rachel Kahn dire tout à l'heure, LFI, c'est l'ennemi. Moi, j'ai pas d'ennemi sur le territoire national, mais c'est sale. C'est sale, c'est une jolie phrase. Laurent Bazin, vous avez travaillé partout, très sincèrement. LCI, iTélé, France 5, France 3, Public Sénat, TV5 Monde, à la radio sur Europe 1, France Inter, RTL, à peu près partout. Pourquoi vous avez arrêté ce métier ? Pour quelles raisons ? J'avais pas envie de devenir... Le métier changeait petit à petit. J'avais 48, 49 ans, 50 ans. Et j'avais pas envie de devenir le vieux con dans la salle de rédaction qui dit que c'était mieux avant. Voilà. C'est ce que vous pensez ? Non, je pense pas forcément que c'était mieux avant. C'était différent. Disons que ça ne correspondait plus au journalisme que moi j'avais aimé faire, à la liberté que j'avais pu avoir. Voilà. Je pense que les dictats ne sont pas les mêmes, les techniques non plus d'ailleurs ne sont pas les mêmes. Et l'accélération, la viralisation de l'info en réalité pose un problème assez sérieux. Et dans les temps qu'on traverse, qui sont des temps quand même assez tourmentés, où on dit que l'ordre du monde est remis en jeu. Enfin, on cite Donald Trump, on peut parler du Moyen-Orient, on peut parler de la Russie, on peut parler de la Chine aussi, hein, si on veut. Enfin, nos repères sont en train de bouger. Je pense qu'on a au contraire besoin d'un journaliste ou d'un journalisme beaucoup plus factuel que celui que j'entends de temps en temps pratiquer. De temps en temps pratiquer. Pas tout le monde. C'est un avis, bien sûr. Aujourd'hui, vous préférez davantage peut-être la politique, quelque part, un petit peu, le conseil, l'art de vivre, qui finalement, pour ce dernier, vous vient peut-être de votre père. Que diriez-vous de cela ? Alors, la politique, non. L'art de vivre, pour l'art ce de dernier. Vivre, oui. L'art de vivre, oui. Alors, sur l'art de vivre, c'est le vin. C'est le vin, c'est la nourriture. Oui, mon père était un épicurien, un très bon vivant, un épicurien. Il aimait le gigondas avec les plats canailles, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les plats en sauce. Il aimait beaucoup ça. Et le blanc pour démarrer, parce que le blanc, ça décrasse, ça nettoie. Oui, ça, lui, il m'a sans doute transmis ça, vous avez raison. C'est pas mal de le rappeler. Je le rappelle d'ailleurs un peu dans le roman. Il y a une scène... alors, je rappelle, c'est un roman, donc ma relation avec mon père est authentique, ou transmise telle qu'elle était. Après, c'est une quête. Oui, et il y a beaucoup de moments, notamment, je vais le dire dans un instant, le moment de sa disparition, que forcément vous imaginez, que vous romancez. Que je reconstitue aussi partiellement, parce que vous avez dit tout à l'heure très justement qu'on est journaliste toute sa vie. Et donc, il y a, en réalité, tout est vrai, mais rien ne s'est passé comme ça. Oui. Oui, c'est toujours ça, entre l'idée qu'on se fait des choses et la réalité. Il y a eu 2 ouvrages auparavant, Tous parano, Pourquoi nous aimons tant les complots, Le bal des dézingueurs, coécrit avec votre femme Alba Ventura, publié aux éditions Flammarion. Et vous publiez donc ce premier roman très personnel, L'homme qui ne voulait pas être mon père, sorti aux éditions Robert Laffont. Est-ce que vous estimez que c'est davantage un livre de retrouvailles que de chagrin ? Alors, j'ai pas eu de chagrin quand mon père est mort. Dire ça comme ça fait presque, on pourrait me juger. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je le dis parce que c'est vrai. J'ai pas eu de chagrin parce que j'avais fait le deuil de mon père, depuis 30 ans. C'est-à-dire, depuis 30 ans, j'avais compris, et je vais le dire comme ça parce que c'est pas j'avais décidé, c'est j'avais compris que mon père ne pouvait pas tenir la place que j'attendais de lui. Et comme il avait des comportements par ailleurs que je ne trouvais pas forcément adaptés, je préférais qu'on n'ait pas d'espace, qu'il y ait maximum d'espace entre nous.
On va le dire comme ça. Donc, il n'y a pas de chagrin le jour où mon père meurt. Après, il y a... le roman m'a laissé la liberté justement de faire ça. C'est-à-dire, oui, c'est un livre de retrouvailles. C'est un livre de retrouvailles avec l'homme qui était mon père, qu'au fond, je ne connaissais pas. Oui. Et que, à mesure que se déroule ce moment incroyable entre le moment où il tombe dans une rue de Deauville brutalement et le moment où nous l'enterrons 10 jours plus tard ou 12 jours plus tard, il y a un espèce de processus de réconciliation. Et puis, il y a un deuxième niveau dans ce livre qui est très important pour moi. Alors, je précise là aussi que c'est romancé, c'est-à-dire que les autres personnages, mon père et moi, nous sommes vrais, authentiques. Vous pouvez venir me chercher, je vous répondrai. Les autres personnages sont des personnages romanesques. Donc, il se trouve que j'ai un frère, mais ce n'est pas mon frère que vous lirez dans le livre. C'est le personnage romanesque dont j'avais besoin pour construire en réalité ce récit. Donc ça ne s'est pas passé exactement comme ça avec votre frère. Non, mais c'était quand même des retrouvailles. Oui. Et c'est un moment de retrouvailles. Je crois qu'il y a un truc dans la perte, dans le décès. On perd des gens, vous savez, à l'ancienne, dans les campagnes françaises, et pas seulement dans les campagnes d'ailleurs, il y avait ce qu'on appelle la veillée. Ça existe chez les Juifs, ça s'appelle Shiva. Ça dure quelques jours. Ouais, c'est 7 jours, je crois. Oui. C'est ce moment où la famille vient, on passe, on parle du défunt, on parle, on prie, on a voilé les miroirs chez les Juifs, donc ceux qui n'ont pas de religion comme moi ne voilent pas les miroirs. Au contraire, ça a été plutôt un moment où on a pu se regarder dans la glace. Et on refait, et on parle. Et on redit, et on dit ce qu'il y avait de bien, et on se dit ce qu'il y avait de moins bien, et puis on se libère, et petit à petit, on a fait ce deuil. Voilà. Laurent Bazin, il y a des souvenirs lumineux dans votre enfance, il y en a aussi dans ce rapport avec votre père, à certains moments, malgré tout. C'était pour vous un père distant, que vous avez aussi voulu tenir à distance. Est-ce que vous estimez qu'il n'a pas voulu être un père pour vous ? Ou est-ce que, quelque part aussi, vous vous dites pas, est-ce que moi j'ai essayé d'être aussi un fils ? C'est intéressant, c'est une très bonne question. Il faut être deux pour une rupture. Oui. Il faut toujours être deux pour une rupture. La première question que vous me posez, c'est est-ce que mon père a pas voulu être mon père, à moi, ce qui veut dire que c'est moi qui suis en cause. Je pense que je ne suis pas en cause. Je pense que mon père, il le dit d'ailleurs dans le livre à un moment, il le dit à ma mère, et il lui dit « Mais tu comprends, je ne sais pas être père, moi j'ai pas appris. » Sauf que moi je suis père. Il se trouve que le livre est sorti le 6 février, c'est-à-dire le jour de la naissance de mon premier enfant, qui est ma fille Nina. Et je sais que je ne savais pas non plus être père, mais je sais que j'ai appris, et que j'ai voulu. Et c'est pour ça que le titre, c'est « L'homme qui ne voulait pas ». Donc ça, c'est la partie qui relève de mon père. L'autre partie, c'est que moi, je n'ai pas voulu du père qu'il voulait bien être pour moi, qui était un copain. Je n'en ai pas voulu. Un autre fils, un frère, une sœur, pourquoi pas, je ne sais pas si elle avait existé, aurait peut-être eu une attitude différente, pris une position différente. Donc, quand je dis dans une rupture, il faut être deux, mon père est un père absent, c'est une ellipse, c'est un courant d'air, et pour autant, on a le droit de courir après les courants d'air. Moi, j'ai choisi de ne pas courir après. On reste avec vous, Laurent Bazin, pour votre livre, votre premier roman, L'homme qui ne voulait pas être mon père, sorti aux éditions Robert Laffont. Restez avec nous, tout de suite, c'est le rappel des titres et on revient dans un instant avec mes chroniqueurs et mon invité sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch.
Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. L'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, est attendu à Doha au Qatar cet après-midi pour faire avancer les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza. La délégation israélienne, déjà sur place depuis plus de 48 heures, devrait rentrer dans la soirée. Tsahal a procédé à de nouvelles arrestations dans le nord de la Judée-Samarie où elle mène une opération militaire depuis le 21 janvier. L'armée israélienne a précisé dans un communiqué avoir confisqué des armes et arrêté 12 personnes à Kabatia. L'État hébreu annonce la libération et le transfert de 5 prisonniers libanais dans le cadre des accords de trêve avec le Hezbollah. La présidence libanaise précise que le Liban a déjà reçu 4 prisonniers libanais détenus par les forces israéliennes lors de la dernière guerre et qu'un 5e prisonnier sera remis demain. Les alliés européens vont devoir être impliqués dans tout accord potentiel sur l'Ukraine qui a donné son accord à une proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Déclaration du secrétaire d'État américain Marco Rubio en début d'après-midi. En France, pour protester contre la recrudescence des violences à leur encontre, les soignants sont en grève aujourd'hui à l'appel d'une quinzaine d'organisations. Plusieurs mesures concrètes seront mises en œuvre pour protéger les soignants d'ici à septembre 2025, promet dans un communiqué le ministère du Travail et de la Santé. Enfin, les Lillois créeront-ils l'exploit comme les Parisiens hier soir qui se sont qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions? Après un match nul il y a un peu plus d'une semaine face au Borussia Dortmund, le LOSC affronte les Allemands en 8e de finale retour de la compétition. Ce sera à suivre en début de soirée à partir de 18h45. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Laurent Bazin et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Bonjour, c'est Chirel. Nos héros ont tout sacrifié pour nous. Et le peuple d'Israël a une dette infinie envers eux. Pour Purim, en offrant 15 000 paniers Mishlochei Manot, nous soutiendrons 5 magnifiques projets de réhabilitation du Keren Or Kessaria pour nos 15 000 blessés. Grâce à Meir Panim, les paniers ne nous coûtent rien, donc 100% de vos dons iront pour ces actions. Alors ouvrez vos cœurs et achetez plein de paniers. Soyez généreux. Rendez-vous sur notre site kerenorkesarea.org ou envoyez un WhatsApp au 972 53 53 09 222. Am Israël Chai. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, le journaliste Laurent Bazin, pour son premier roman L'homme qu'il ne voulait pas être mon père, sorti aux éditions Robert Laffont. Tout du long de la lecture de ce livre, je me suis posé une question, Laurent Bazin, qui est celle-ci. Est-ce que si vous aviez dit à votre père que vous aviez écrire sur lui, est-ce qu'il l'aurait cru ? Ah, est-ce qu'il aurait aimé ? Peut-être aussi. Il y a une phrase au tout début du roman, qui est une citation de Julien Green, qui dit les morts sont sournois, ils sont sournois. Ouais. Ils partent souvent sans qu'on ait eu le temps de leur parler. Et ça dit le fait qu'il y a des choses qui n'étaient pas dites entre nous. Il ne pourra plus me les dire. Je ne sais pas s'il voulait me dire quoi que ce soit en réalité de plus que ce que nous nous sommes dit ou pas dit. J'en sais rien. Il y a dans le livre, mais peut-être là je ne vais pas le dévoiler là sur l'antenne, je vais peut-être laisser les auditeurs le lire, mais il y a un moment de réconciliation, il y a un message presque d'outre-tombe, voilà. Et qui n'est pas de mon fantasme à moi, qui arrive par la bouche d'un de ses amis, mais je ne sais pas en fait. Je pense que mon père était très fier de moi, ce que j'étais devenu, donc il parlait beaucoup de moi. Jamais à moi, jamais pour m'en dire du bien à moi, et que peut-être il serait étonné que je lui ai consacré un livre compte tenu de ce qu'ont été nos relations, oui. On va voir dans ce livre que finalement, malgré tout, quand vous apprenez son décès par mail, c'est une onde de choc, concrètement. Bien sûr, vous parlez de ce sentiment qui est un petit peu comme un film où vous vous dites que ce n'est pas forcément
la vraie vie, ce qui arrive. Dans les jours qui suivent, vous décidez de partir à Deauville avec votre frère pour organiser les funérailles, alors que finalement, vous voyez que très 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 peu. Voire pas, à un moment donné, quand vous êtes jeune, de façon très très épisodique. Oui, c'est 30 ans. Avec mon frère, vous voulez dire, pardon. Oui. Avec mon frère, on se voit pas. Et vous allez vous fréquenter avec votre frère par la force des choses, organiser les funérailles, ce qui va faire ressurgir énormément de choses. Vous allez devoir vider son appartement, devoir voir des gens que vous ne voulez pas forcément voir. Et donc, finalement, on vous met dans la place du fils. Oui, je me retrouve dans la place du fils, oui, absolument. On se retrouve tous les deux, d'ailleurs. Les deux frères du roman se retrouvent dans la place des fils. Oui. Que pour l'un d'entre eux, au moins, moi, je ne voulais plus. Oui. Ou pas prendre. Et on va voir que finalement, c'est vous qui prenez les choses en main, Laurent Bazin, d'une façon très forte. Est-ce que vous vous dites que tout ça, malgré tout, est malheureux avec le recul sur les choses? Et est-ce que vous avez quelque part une forme de petit regret? Encore une très bonne question. Vous les enchaînez. J'ai pas de regret. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas de regret. Parce que je pense que ça ne pouvait pas être autrement. Profondément. C'est-à-dire, c'est vraiment la question que je me suis posée en écrivant le livre. D'abord, je voulais pas faire un livre de colère. Les livres de colère sont illisibles. C'est insupportable. Il faut les victimes écrivent des livres de colère et elles portent des témoignages. Je suis pas une victime, donc je voulais pas que ce soit un livre de colère. Mais je pense fondamentalement qu'entre lui et moi, ça pouvait pas être autrement. Entre Gaspard, mon frère dans le livre, et lui, peut-être ça pouvait être autrement. D'ailleurs, c'est ce que dit Gaspard à son frère, donc à moi. Il lui dit « Mais moi, j'avais un père. Toi, tu dis que t'as pas de père, mais moi, j'avais un père. » Et donc, c'est ce moment très intéressant où on se rend compte qu'en fait, on décide finalement qu'il y a une rupture. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut être deux pour une rupture. Et c'est ça, l'un comme l'autre, alors que vous avez le même père, ne vivez pas la même relation avec lui. Non, pas la même histoire. Votre frère, lui, entretient, malgré quand même les reproches qu'il pourrait faire, comme ceux que vous lui faites, il pourrait faire exactement les mêmes, mais il vit les choses d'une totale autre manière. Vous dédiez bien sûr ce livre en partie à votre père. Vous lui dites « à toi malgré tout ». Vous vous adressez à lui comme vous ne l'aviez jamais fait en 30 ans en disant « papa ». Vous qui êtes bien sûr devenu père, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure entre-temps, est-ce que vous avez décidé de ne pas faire les mêmes erreurs et quel genre de père vous avez voulu devenir? Alors, je ne sais pas si on peut décider... Oui, d'ailleurs, vous avez raison. Oui, j'ai décidé de ne pas faire les mêmes erreurs. Est-ce que pour autant je ne les ai pas faites ou j'en ai pas fait d'autres? Ça, vous voyez, il faudra demander à mes enfants. Et je pense qu'ils auront des trucs à vous raconter. Et mes deux filles et mon fils ont des trucs à dire sur ce que je n'ai pas fait comme il fallait et pas bien fait. Je pense qu'il faut aussi retirer aux parents une forme de culpabilité qui est que les gosses viennent toujours nous dire que c'était pas exactement comme ils le voulaient. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Le diapason est jamais exactement comme on voudrait, comme l'oreille voudrait qu'elle le soit, ou comme l'oreille d'un enfant voudrait qu'elle le soit. C'est comme ça. Mais je crois que j'ai été un père. Je suis un père. Voilà. Imparfait, mais je suis un père. Je suis présent. Mais est-ce que vous estimez que les erreurs qui ont été faites avec vous, celles-ci, vous les avez du moins évitées? Je suis présent. Oui. On fait au mieux, mais encore une fois, c'est un sacré truc. Ah, c'est un défi de d'être devenir parent. bien sûr. Ça, je crois qu'il y a plein de gens qui peuvent en parler, évidemment, et ceux qui nous écoutent le savent très bien. C'est un espèce de bouleversement absolument invraisemblable qui vous oblige à vous réinventer quoi que vous ayez vécu avant. J'avais peut-être un avantage, c'est que je savais quelles erreurs ne pas faire. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas fait d'autres. Laurent Bazin, est-ce que l'écriture de ce livre a été salvateur? Oui, ça fait du bien. D'abord, parler à mon père, c'est apaisant. Oui. Donc, c'est tout ce que je ne lui ai pas dit, y compris en positif. Alors, il n'y a pas tant de... Ce personnage, c'est drôle parce que ceux qui lisent le livre disent il est détestable. Et d'autres disent mais finalement, il était charmant, ton père. Et mon père, il était effectivement les deux. Si on écoute votre frère, c'est Sean Connery. Oui, c'est James Bond. C'est James Bond, oui.
avec la jolie montre, les belles mains d'homme sur le volant. Oui, avec c'est un ça. côté un peu flamboyant. Oui. Il est ça aussi. Beau. Bien sûr. Vous dites Oui. il est. Oui. C'est beau que Oui. vous dites Oui. que vous disiez Oui, il cela. était ça, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez qu'il vous a laissé de lui? Déjà un livre, désormais. Qu'est-ce qui m'a laissé? Vous savez, vous regardez le haut de mon visage, c'est mon père. Les yeux. Ce que vous dites dans ce livre, Voilà. qu'il a les yeux bleus. Donc voilà, déjà c'est pas mal. C'est une empreinte. Effectivement, vous avez évoqué tout à l'heure l'amour du vin et de la vie. Ça, sans doute, oui. Un côté adolescent qui veut pas grandir, sans doute, mais celui-là est un peu contrarié chez moi. Parce qu'il a fallu grandir. Oui. Voilà. Parce que quand on devient parent, on grandit quand même. La dernière question, Laurent Bazin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire que vous aimez votre père tout simplement parce qu'il a été votre père? Non, je crois que ça passe pas comme ça. Non. J'ai de la tendresse pour l'homme qui a été mon père, maintenant que je connais tout le déroulé de sa vie, que je vois l'endroit où il a vécu, que je mesure le niveau de solitude qui a été le sien. Mais même sachant ça, je vais dire un truc qui n'est pas très généreux, mais même sachant tout ça, je sais que je me serais blessé à essayer d'aller l'aider. Donc, quelque part, vous avez fait le travail. J'ai essayé de faire le job, ouais. Laurent Bazin, on va rester dans le même sujet et vous emmener à présent au théâtre. Au théâtre. Bonjour Charlène Willemer. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurent et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous emmène à la Folie Théâtre, nichée dans le 11e arrondissement de Paris. Derrière une porte cochère du 6 rue de la Folie Méricourt se cache un ancien atelier transformé en théâtre au cœur d'une jolie cour arborée. Un lieu intime où l'on aime les histoires fortes, celles qui nous touchent en plein cœur, qui nous parlent de nous, de nos liens, de nos souvenirs aussi. Comme le seul en scène Un père à aimer, de et par Michael Louchard et mise en scène par Mélanie Sand. Nous sommes le 12 juillet 1998. La France explose de joie, portée par la victoire en Coupe du Monde. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible, mais on peut. Mais pour Guillaume Le Tertre, venu passer une soirée entre copains, tout bascule en l'espace de 2 messages vocaux sur son Nokia 5130. Le premier message lui annonce la naissance de son enfant. Et le second, plus brutal, votre père a fait un AVC. Il est à l'hôpital à l'autre bout de la France. Un peu comme vous, Laurent, Guillaume a appris à composer avec l'absence paternelle. L'absence de ce père, froid, brut et distant. Pourtant, c'est à Guillaume que reviendra la charge de l'enterrement. Et face à lui, un choix impossible. Doit-il y aller? Peut-on rattraper une relation paternelle en suspens au seuil de la mort? Oui, il reste toujours des séquelles lorsqu'un père laisse derrière lui une relation inachevée. Comment se reconstruire en tant qu'adulte avec une image paternelle un peu floue? Comment devenir père à son tour quand le modèle qu'on a connu est un peu bancal? C'est une véritable course contre la montre à laquelle se livre Guillaume. Du nord au sud, en passant par la capitale, on suit ce jeune papa en quête de réponse et de délivrance. Un père à aimer, c'est une saga familiale et amicale, à la fois tendre et bouleversante. Des amis renouant avec leurs souvenirs, ceux d'une époque révolue, avec en toile de fond la France de 1998. Celle des guignols de l'info, du dîner de cons, et la joyeuse effervescence du Black Bomber aussi. Alors forcément, Charlène, on vous pose cette question. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu ou pas dans cette pièce? Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est la proximité avec l'acteur et puis son endurance aussi, parce que Michael intervient plus d'une dizaine de personnages sur scène et donc il finit en nage. Un seul en scène où l'on rit autant que l'on s'émeut, porté par une interprétation d'une sincérité saisissante. Et puis, qu'est-ce que l'on rit en tout cas dans ce show? On rit de toutes ces maladresses, des situations embarrassantes, du temps qui passe et puis des stéréotypes générationnels aussi. C'est un seul en scène qui résonne fort et qui laisse une empreinte longtemps après la dernière réplique. Un spectacle qui nous rappelle qu'au-delà des silences, des maladresses et du temps qui passe, il n'est jamais trop tard pour dire je t'aime ou pour dire aussi ce qui n'a pas été dit encore, Laurent Bazin. Un père à aimer, c'est tous les dimanches soirs à la Folie Théâtre à Paris. Merci beaucoup. C'est tout à fait d'actualité avec notre invité. Merci beaucoup Charlène Willemer. Ça donne très envie d'y aller. On ira peut-être Laurent Bazin. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Tout de suite, c'est la chronique agitée.
semaine, le collectif à juste titre décrypte les biais médiatiques liés forcément à l'antisémitisme, agité ces 42 attachés de presse, on le rappelle de nouveau, et communicants également, qui ont fait le choix d'analyser, d'alerter, de dénoncer ces biais lorsqu'ils agitent l'actualité, la toile. Aujourd'hui, nous allons parler d'un biais bien particulier. Pas une phrase mal tournée, pas une approximation, mais un silence, Leslie Valenzi. Merci Cyrielle. Il y a des phrases qui résistent à l'usure du temps parce qu'elles disent quelque chose d'essentiel sur le journalisme. Laurent Bazin, vous avez vu évoluer les exigences de l'information tout au long d'une carrière qui force le respect. Mais à la base, il y a ce qui ne bouge pas. Comme cette phrase d'Albert Londres. Notre métier n'est ni de faire plaisir, ni de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Un rappel simple, basique, évident. Le journalisme est aussi là pour dire ce qui dérange. Mais ce samedi 8 mars, à Paris, une plaie était béante. Et face à elle, la presse a majoritairement choisi de se taire. Ce jour-là, il était question de défendre les droits de toutes les femmes. Sauf qu'on a voulu exclure les militantes du collectif de lutte contre l'antisémitisme Nous Vivrons et leur soutien. Pour leur sécurité, 3 heures de blocage. Parqués dans une rue, mis à l'écart sous les cris de sales putes sionistes et sionistes fascistes, c'est vous les terroristes. Et au milieu de ce chaos, le député socialiste Jérôme Guedj, pris à partie, insulté de sales sionistes et, selon plusieurs manifestants, de sales juifs. Les médias étaient là, les médias ont vu, les médias ont entendu, mais ils ont choisi de ne pas raconter. Alors vous dites, Leslie, c'est que ce silence est finalement une forme de décision éditoriale commune. Absolument. Parce qu'informer, c'est choisir et le silence est aussi un choix. Cette décision est d'autant plus frappante que la violence se répète d'une année à l'autre. Rappelons-le, en 2024, les militantes de Nous Vivrons avaient été exfiltrées après avoir reçu des projectiles. Si les médias en avaient parlé, cette année, le mot d'ordre, c'est surtout circuler. Il n'y a rien à voir. Pas de dépêche AFP, quelques articles qui se comptent sur les doigts d'une main, dont certains sortis plusieurs jours après la tempête. Alors rappelons-le, l'actualité chaude se traite à chaud. Même tendance pour l'agression verbale de Jérôme Guedj, élu de la République tout de même. On aura relevé le JDD, la Dépêche et le HuffPost. Et justement, l'article du HuffPost mérite notre attention. D'abord, pas un mot sur le caractère antisémite des insultes. L'événement est inscrit dans un récit large, flou, qui peut laisser entendre que l'affrontement est mutuel. Je cite, « Comme l'an passé, la manifestation a été marquée par des tensions liées au conflit israélo-palestinien. Et ce n'est pas tout. Le HuffPost mentionne la marche féministe radicale du 7 mars, organisée par les collectifs radicaux pro-palestiniens, sans préciser que ce soir-là, il n'a pas été question des droits des femmes palestiniennes. Ce qui a résonné, c'était gloire à l'intifada, de la mer au Jourdain, la Palestine aux Palestiniens. Une instrumentalisation du féminisme évidente. Pourquoi ce silence médiatique persiste-t-il et comment on peut l'analyser, Leslie ? Eh bien, Cyrielle, libre à chacun de l'interpréter à sa façon, évidemment, mais au sein d'À Juste Titre, on forme un ensemble politiquement apartisan. On a des opinions variées, des analyses différentes, ce qui, globalement, nous prémunit des biais. Et à l'unanimité, nous sommes tombés d'accord sur 2 interrogations essentielles. Pourquoi l'agression d'un élu ne soulève pas les médias ? On se souvient des reprises presse lorsque Lucie Castet avait été victime d'homophobie et Louis Boyard traité de sale nazi. On se souvient de la mobilisation médiatique autour du racisme qu'a subi Christiane Taubira. Et deuxième question, certains médias douteraient-ils de la place des féministes juives dans un combat universel ? En tout état de cause, le collectif À Juste Titre va continuer chaque jour à se battre pour que les journalistes portent davantage la plume dans la plaie. Merci beaucoup Leslie Valenzi. Forcément, Laurent Bazin, je vous ai en face de moi. Est-ce que ce serait mentir de dire que quelque part c'est une des raisons pour lesquelles vous avez décidé de quitter ce métier ? Alors, c'est pas tout à fait la raison. Je vous l'ai donné tout à l'heure, mais je partage une partie de votre constat qui est qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Et en particulier, ce conflit... D'ailleurs, ce mot conflit devient absurde. Oui. Israélo-palestinien fait qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui se dit « Mais moi, je ne suis pas juif, finalement, je ne suis pas arabe ou je ne suis pas musulman. Pourquoi je m'en mêlerais ? Je ne veux pas le savoir, votre truc, en fait. Ça vous regarde. » Et donc, on a assigné la communauté juive française ou les juifs de France, je dis les Français juifs plutôt. On a assigné les Français juifs au destin d'Israël et on a assigné les Français musulmans au destin des Palestiniens.
et la radicalisation des extrêmes, des deux côtés d'ailleurs, fait que il est interdit aujourd'hui de sortir de cette binarité. Vous êtes pro-palestinien ou vous êtes pro-israélien. Désolé, je suis pour l'existence d'Israël. Voilà. Et je ne le dis pas parce que je suis ici, mais c'est le cas. Je suis favorable à titre personnel à l'existence d'Israël. Et par ailleurs, je suis favorable à la création d'un État palestinien. Point. Je le dis, mais pour être très honnête, on est aujourd'hui intimidé très facilement quand on prend des positions comme celle-là. Et je pense qu'il y a une partie des médias qui ne veut pas du coup mettre un doigt dans l'engrenage. Merci beaucoup Laurent Bazin et Leslie Valenzi. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. L'introspection. Laurent Bazin, 2-3 petites citations qui semblent anodines forcément, mais qui, pour le coup, peuvent avoir un rebondissement en vous. Et je prendrai une citation d'Oscar Wilde qui dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons avec quelques phrases. La première, est-ce que vous pensez que nous avons tort d'avoir raison trop tôt ? Oui. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Mais ça n'empêche pas de dire ce qu'on pense au moment où on le pense. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Oui. Ça, c'est ce que le petit garçon que j'étais a fait en devenant journaliste, oui. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Je suis d'accord sur la deuxième partie. Quand on veut, on peut. C'est sous-estimer un certain nombre d'obstacles que moi, j'ai pas rencontrés, honnêtement. Je suis né dans une famille, mes deux parents étaient médecins, enfin, il n'y avait pas d'obstacle majeur sur le chemin. Ma mère aurait préféré que je fasse médecine. Elle aurait préféré avoir un fils médecin qu'un fils journaliste. Ça l'inquiétait beaucoup d'avoir un fils journaliste, mais c'était le seul obstacle sur mon chemin. Donc sur la première partie, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les obstacles que la vie met sur votre chemin, et donc il ne faut pas qu'il y ait d'injonction, là non plus, ou de dire si tu n'as pas réussi finalement, c'est que tu ne le valais pas, ou que tu ne le voulais pas. Je trouve ça pas juste. Sur la deuxième partie, je suis d'accord. Quand on peut, on doit. La vie est un mystère qu'il faut vivre alors, et non un problème à résoudre. Oui, mais ça, vous savez, c'est avec l'âge. Eh oui. En ce qui me concerne, en tout cas. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ça, c'est vrai aussi. Pour terminer, Laurent Bazin, est-ce que vous avez une philosophie de vie, une citation qui vous accompagne, ou bien même un conseil qui vous porte au quotidien ? Moi, je me souviens du cercle des poètes disparus et de ces scènes qu'on a tous en tête en réalité. Puis ça a été porté au théâtre ensuite. Ça l'est d'ailleurs en ce moment, je crois. Avec Stéphane Fraisse. Avec Stéphane Fraisse. C'est Carpe Diem. Voilà. Carpe Diem, ce qui ne veut pas dire ne fais attention à rien et contente-toi de vivre ta vie égoïstement. Mais oui, profite du jour. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Et oui, comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer de ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc tout de suite, c'est votre portrait vu par Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurent, bonjour à tous. Et donc je vais rebondir peut-être sur ce Carpe Diem qui vient à nouveau remettre un lien avec cet art de vivre de votre père et quelque chose qui est quand même toujours là à faire trace. Et c'est ce qu'on a entendu beaucoup, cette trace, et qui vient se mêler un petit peu à l'ensemble des mots, quand même, cette colère dont on voudrait qu'elle ne soit pas là. Mais quand je tends l'oreille, j'ai quand même l'impression qu'elle est un petit peu là. Et ce qui est très intéressant aussi chez vous, c'est que vous êtes arrivé en disant « mais moi j'ai envie d'exister, je voulais être dans son regard ». Et puisque ça n'est pas là, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez créé la radio et c'est la voix qui est venue remplacer le regard. Et j'ai un peu l'impression que chez vous, ça oscille entre la voix et le regard sur comment tricoter quelque chose, comment y mettre votre curiosité, puisque c'est un de vos mots. Comment aussi y inclure cette tendresse. D'ailleurs, quand vous parlez de tendre, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre un petit peu un rempart à la colère quand même, une manière derrière de la mettre ailleurs. C'est plutôt la colère qui éviterait la tendresse. Ah, mais peut-être ou la dureté, ou une forme de carapace. Ça c'est vrai, et comme on le pense souvent, les mots ont un double sens et qu'il y a toujours un dedans, un dehors et un creux.
Et ce qu'on a vraiment entendu très fort dans tout ce que vous nous avez dit, c'est la place du père, que ce soit le grand-père, que ce soit votre père, ou que ce soit votre place à vous. Et bien sûr, le père, il fait ce qu'il veut, hein. Il peut essayer d'être un peu plus présent, mais parfois le fait de ne pas l'être, est-ce que ça ne vient pas offrir quelque chose aussi aux enfants ? Est-ce que ça ne pourrait pas être un cadeau pour une mise en chemin vers une certaine liberté ? D'avoir un père absent ? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Et la question que j'avais aussi... Parce que j'en ai fait. Mais voilà, qu'est-ce que ça permet ? On en fait quelque chose. Et qu'est-ce que ça empêche ? Et là, en fait, ça a finalement été extrêmement riche dans ce que vous en avez fait de cette vacances. D'ailleurs, vous dites, mon père, c'était surtout en vacances, avec un S cette fois-ci, mais plus là, dans la vacance où il n'était pas là. Eh bien, vous avez pu commencer à installer votre manière d'être, votre rapport au monde. Donc finalement, tout en étant absent, il était tout le temps là, ce père. En tout cas, son absence était bien présente. Ouais. Et elle fabrique sans doute l'enfant que j'étais et l'homme que je suis devenu, oui, bien sûr. Absolument. Et d'ailleurs, votre commentaire de tout à l'heure a été de dire que l'empreinte, ce que vous gardez de lui, c'est dans le haut du visage. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce haut du visage ? Le regard. Le regard. Voilà. Donc, j'ai piqué une petite citation de votre livre où vous dites « La mort adoucit les âmes et éteint le feu des colères ». Et je trouve que ça vient bien tricoter tout ce que vous nous avez raconté aujourd'hui. Merci beaucoup à Véronique Zana, qui est notre psychanalyste, que l'on retrouve évidemment tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. À la semaine prochaine. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Laurent Bazin. Merci mille fois d'avoir été notre invité. Vous êtes venu pour votre premier roman, L'homme qui ne voulait pas être mon père, sorti aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Pour Im Samea. C'est très gentil. Merci mille fois, merci beaucoup. À très vite, je l'espère. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin Arnaud et Tadano Kayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Florence Belkacem pour son livre Cueilleuse de signes. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et ce sera bien sûr le journal dans un instant. Restez sur Radio J.